J'ai deux amours, mon pays Paris, parle toujours, mon cœur est ravi. Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo challenge puisque j'ai décidé de me lancer dans un défi week-end à 1000. Le principe il est assez simple, il faut lire 1000 pages entre le vendredi soir 19h et le dimanche soir minuit. Donc j'ai commencé hier soir, nous sommes actuellement samedi après-midi et je vais vous montrer ce que j'ai lu. Alors déjà j'ai commencé le suicide de Durkheim, qui est une grande étude sociologique que Durkheim a fait sur la question du suicide, qui est à la fois un des grands textes qui ont été écrits, en tout cas en sociologie, sur le suicide, et aussi un des textes qui met le mieux en place la méthode sociologique de Durkheim. Je suis donc actuellement à la page 31 et c'est pour l'instant une lecture que j'aime énormément, que ce soit dans le fond ou dans la forme, parce que je la trouve non seulement très intéressante mais aussi très accessible. Maintenant, malgré cette accessibilité, c'est vrai que ça reste un essai de sociaux, donc c'est un peu moins facile à lire, un peu moins fluide que ne peuvent l'être des romans, mais j'espère bien l'avancer ce week-end. Et donc comme je savais que la lecture de Durkheim serait un petit peu longue, j'ai décidé de commencer un autre livre en parallèle qui est donc 14 juillet d'Éric Vuillard. De Éric Vuillard, j'avais déjà lu La guerre des pauvres, que j'avais vraiment trouvé génial. J'avais adoré son style, j'avais adoré sa prise de position par rapport à l'histoire, j'avais adoré les thèmes qu'il aborde, les choix narratifs qu'il fait, enfin etc. Et cette affection pour la plume et les histoires d'Éric Vuillard pour l'instant se confirme puisque je trouve ce livre extrêmement intéressant. Deux lectures qui sont très différentes mais qui sont toutes les deux très agréables, que je prends beaucoup de plaisir à lire. C'est vrai que par contre niveau chiffres pour l'instant c'est pas glorieux puisque nous sommes samedi après-midi et je dois être à peine une soixantaine de pages, mais faute de réussir du point de vue comptable, en tout cas du point de vue du plaisir, pour l'instant c'est très cool. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. En travaillant sur les archives, j'ai voulu, avec les moyens du roman, raconter un 14 juillet, donc s'appuyant sur les protagonistes véritables, qui me semblent, enfin qui soient donc à hauteur de la foule au fond, et des gens qui véritablement y ont participé. D'autant plus que Thuriot de la Rosière, qui était en ambassade, ne souhaitait pas que la Bastille tombe, mais qui souhaitait seulement y introduire une milice bourgeoise. La foule avait d'autres intentions, il me semblait donc doublement juste de partir d'elle. On sent bien que les sociétés sont traversées sans cesse par des revendications davantage d'égalité et de liberté qui n'émergent pas toujours. Au fond, il y a une sorte de bas bruit quand même très constant. Ceux qui vont prendre la plus de pour boire des cafés le savent. Nous sommes dimanche après-midi et donc il est l'heure de faire un point sur tout ce que j'ai lu depuis hier après-midi. Donc pour commencer, j'ai terminé 14 juillet d'Éric Vuillard. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai absolument tout aimé dans ce livre. J'ai aimé la plume, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, que ce soit ceux qu'on voit un chapitre ou ceux qu'on voit 3 lignes. J'ai aimé le concept, j'ai aimé l'attitude, enfin bref. Tout m'a énormément plu. Comme je l'avais déjà évoqué, Vuillard c'est quelqu'un qui tente par son écriture de redonner au peuple, à la foule, aux anonymes, sa véritable place qui lui a souvent été niée. Et c'est ce qui fait qu'on sent chez lui une véritable admiration vis-à-vis de ces gens que finalement personne ne connaît, mais sans qui des événements comme le 14 juillet n'auraient finalement jamais eu lieu. Et il y a notamment plusieurs pages dans le livre qui sont une sorte de names dropping d'inconnus. C'est-à-dire que Vuillard va s'appuyer sur les registres d'état civil et même les divers registres qui existaient à l'époque pour recenser sur plusieurs pages des noms, des adresses, des professions. Et c'est un procédé que j'ai déjà trouvé extrêmement malin parce qu'en fait il y a une réutilisation de quelque chose qu'on fait très souvent, mais au sujet de personnages qu'on va considérer comme étant marquants. Et en plus d'être très intelligent et novateur, c'est un procédé qui est aussi extrêmement émouvant je trouve, parce que il traduit la vision qu'a Vuillard, que porte Vuillard sur l'histoire. C'est vraiment un très grand récit sur
la foule, sur le peuple, sur l'insurrection, sur la capacité que le collectif a pour se rebeller et pour faire évoluer les choses. Donc avec 14 juillet que j'ai terminé ce matin, j'étais à 208 pages qui, sur un défi de 1000 pages, ne fait pas beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me permette d'avoir pas mal de pages assez rapidement et qui soit également sympathique niveau lecture. Et donc mon choix s'est porté sur Fun Home de Alison Bechdel. Fun Home, c'est une BD autobiographique, si je n'arrive pas à parler, c'est pas terrible. Fun Home, c'est une BD autobiographique dans laquelle Alison Bechdel va revenir sur son enfance dans un petit village de Pennsylvanie et plus particulièrement sur la relation qu'elle a entretenue avec son père. C'est une BD qui déjà est extrêmement immersive et honnêtement je ne m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais un petit peu feuilleté avant de l'acheter et c'est vrai que les dessins m'avaient pas trop plu. À premier abord je trouvais ça très chargé et donc je m'étais dit que ça allait pas trop me plaire. Mais cette crainte ne s'est finalement pas du tout vérifiée parce que j'ai lu cette BD extrêmement rapidement et je l'ai trouvée très immersive. Je ne saurais pas exactement comment le décrire, mais Alison Bechdel parvient véritablement à nous faire rentrer avec elle dans sa vie, à nous emmener avec elle dans cette petite ville de Pennsylvanie, à nous faire réfléchir avec elle sur la relation qu'elle a pu entretenir avec son père, et c'est aussi immersif qu'intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une BD qui joue énormément sur l'ambivalence qu'il y a dans nos relations humaines, dans nos rapports aux autres, dans nos rapports au monde, etc. Ça fait aussi partie de ces textes qui, à l'image de Mauss notamment, travaillent sur les relations parentales et sur cette idée d'essayer de renouer des liens post-mortem à travers l'art. Parce qu'on comprend très rapidement dès les premières pages que la relation qu'entretenait Alison Bechdel avec son père était loin d'être une relation calme, facile, apaisée. Et même plus précisément, il y avait une forme de mystère autour de son père qu'elle a toujours eu un petit peu de mal à cerner. C'est aussi bien évidemment une BD qui revient sur la question de l'homosexualité et la question des mouvements de libération sexuelle qu'il y a pu avoir à la fin du XXe siècle et qui met en parallèle ces mouvements de libération avec la société très puritaine qu'était la société américaine dans les années 50 et dans les années 60. Et il y aurait encore 1 milliard de choses à dire sur cette BD parce qu'elle est extrêmement riche, notamment dans les thèmes qu'il aborde. Je vous ai par exemple pas du tout parlé de la question du rapport à la mort, dont il est pourtant beaucoup question dans cette BD. Mais en tout cas, ça a été un véritable coup de cœur et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir du côté de Fun Home d'Alison Bechdel. Et d'un point de vue un peu plus comptable et statistique, la BD fait 236 pages, ce qui fait que pour l'instant, je suis à 460 pages sur 1000. You're not coming back. You're not coming back from there. She's not coming back. She's not coming. Alors nous sommes dimanche soir ou même plutôt lundi matin puisqu'il est plus de minuit et donc ça y est, ce défi lecture est terminé. Donc, pour ce qui est des lectures, je me suis surtout concentrée et même exclusivement concentrée sur le suicide de Durkheim dont je vous avais parlé au tout début de cette vidéo. Dans mon souvenir, je vous avais déjà quand même pas mal parlé de ce texte, mais pour vous en redire 2 mots, c'est donc un essai sociologique assez connu de Durkheim qui traite de la question du suicide et qui fait du suicide un fait social. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà sur le fond, c'est une idée qui est pas si courante puisqu'on a plutôt tendance à faire du suicide une histoire psychologique, une histoire individuelle, une histoire personnelle, plutôt que un fait social. Et sur le plan plus de la forme et de la méthode, je trouve ça assez fascinant en fait de voir la manière dont Durkheim déploie sa pensée. Comme une très large place est laissée à la pédagogie et comme on avance vraiment progressivement, on voit davantage cette mise en place de la pensée que dans d'autres essais et c'est quelque chose qui moi en tout cas me plaît beaucoup. Alors par contre je ne l'ai pas encore terminé et ça je le ferai hors caméra puisque le défi touche à sa fin, mais c'est pas pour autant que je vais tout arrêter et tout laisser en plan, sinon ce serait un petit peu triste. Mais pour l'instant en tout cas c'est vraiment une excellente lecture.
Sinon, pour ce qui est du bilan final, de la comptabilité finale, des chiffres finaux, je dois avouer que je n'ai pas compté avant d'allumer la caméra, donc je ne sais pas exactement à combien de pages j'en suis. Je suis sûre d'être à moins de 1000 et même très loin de 1000, mais je ne sais pas exactement, donc pendant le montage, je ferai le calcul et puis je vous l'inscrirai ici, comme ça vous saurez. Du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!